Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le citoyen et le système politique. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Bruno Fabre, L'université a-t-elle perdu son âme ? Plaidoyer pour une autre réforme, 2011. Louise Fine, Les crimes en col blanc et le jeu des négociations de plaidoyer, 2011. Céline Hullopouyat, La restauration monumentale en question, 2011. Jean Rivière, Monde en mutation dans un système en crise, 2011. Jean-Pierre Salveta et Catherine Izzo, Plaidoyer pour la Turquie. De François Ier à Nicolas Sarkozy, 6 siècles de relations franco-turques, 2011. Florence Sanson, Une femme présidente pour la France, 2011. Philippe Kem, Monnaie bien publique ou banque casino, 2011. Elsa Forêt, Christophe Gélaud, Internet, Machine à voter et démocratie, 2011. Alain Zolty, L'espoir citoyen, 2011. Hervé Caudron, Quand les sagesses nous endorment, 2011. Daniel Lago, Le droit international et la guerre, nouvelle édition, 2011. Franck Mistiaen, La richesse n'est pas produite ou essai sur la nature et l'origine de la valeur marchande et la richesse matérielle, 2011. Hélène Hatzfeld, Les légitimités ordinaires, 2011. Ricardo Campa, La place et la pratique plébiscitaire, 2011. Gilbert Delagrange. Le citoyen et le système politique. Préface par Alain Besançon, membre de l'Institut. L'Harmattan. Du même auteur. Comment protéger l'enfant, Éditions Scartala, 2004. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 56 285 1. EAN 9 782 296 562 851. À Marine. Préface. Il existait autrefois un genre littéraire assez répandu, le livre de raison. On le voit apparaître dès la fin du Moyen Âge. L'homme sage, plein d'usage et raison sur le déclin de sa vie consignait son expérience, rendait son témoignage. C'était souvent un homme de loi, un bourgeois de Paris, un abbé lettré, un prud'homme au sens ancien, mot qui connotait l'ancienneté et la sagesse éprouvée. Le livre qu'on va lire peut se ranger dans cette catégorie. Mais il est plus que cela. Il est l'œuvre d'un médecin. Aujourd'hui, à cause des progrès de la science, de la technologie, à cause de la spécialité qu'il doit choisir de bonne heure, qu'il doit sans cesse approfondir et mettre à jour, le médecin n'a plus en face de lui la globalité de l'être humain. Seulement le cœur, le poumon, l'œil, les os, le système digestif, le sang. Quelques généralistes ont accès à tout l'homme, mais harassés, accablés de paperasse, ils n'ont pas le temps de sortir de la sphère médicale. Leurs malades attendent d'eux qu'ils les aiguillent vers des examens complexes, à forts composants techniques, et vers les spécialistes. Le médecin psychiatre fait exception. Il a affaire à l'humanité même de l'homme, à son esprit. La folie affole l'entourage du malade. Le psychiatre est celui qui, devant le plus métaphysique des dérèglements, ne prend pas peur, ne s'affole pas devant la folie, mais fait calmement son diagnostic et programme un traitement. Il a besoin de temps pour la réflexion. Il se l'accorde. Gilbert Delagrange, ancien médecin des hôpitaux psychiatriques, est aussi psychanalyste. L'énorme sillage laissé par Freud dans le dernier siècle ne s'est pas effacé. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison du père de la psychanalyse. N'hésitons pas à la dire, certaines sont proches de la cellule asilaire.
La psychanalyse peut susciter des addictions dangereuses. Freud croyait à la scientificité de son système. Il ne faut pas trop le suivre sur ce terrain. On transforme les intuitions du maître en certitudes prouvées, on fait marcher la machine à interpréter, on s'enferme dans la doctrine. Il y a une autre pente qui se réclame de l'auguste patronage pour libérer les pulsions. Aller jusqu'au bout de ses fantasmes, psychanalyse gauchiste et libertaire dont se souviennent ceux qui ont vécu les lendemains de 1968. Il y eut des dégâts. Mais on peut aussi tirer de Freud des leçons de sagesse. Le maître gardait l'allure docte et réservée du Herr Doctor Professor, avec sa barbe bien taillée, ses vêtements bien coupés, sa vie réglée. On peut déduire aussi de son œuvre une sorte de néo-stoïcisme. Accepter le monde, vivre conformément à la nature, s'accepter soi-même, construire une citadelle intérieure. Nous trouvons cela dans Épictète, Marc Aurèle, auteur très estimé de Freud, grand lecteur des anciens, et dans Freud lui-même. Cependant, il y a autre chose, la souffrance des hommes. À des degrés divers, les hommes et les femmes souffrent, éprouvent le tourment intérieur. Le médecin par vocation s'offre à les soulager, éventuellement à les guérir, si ce tourment prend des formes pathologiques. Et s'il est psychanalyste, il est toujours requis comme médecin. À lire Gilbert de Lagrange, on est convaincu qu'il est par nature un vrai médecin, attentif à la souffrance, par formation un psychanalyste qui n'emprunte à la doctrine que ce qu'il faut pour comprendre et pour conduire un traitement. On sent qu'il est modéré, patient et raisonnable. Ce que la psychanalyse ne garantit pas, mais qu'elle n'empêche pas non plus. J'ai lu les essais qu'il m'a fait l'honneur de me confier. Et là, j'ai été étonné. Nous sommes souvent désolés quand nous voyons des savants auréolés du prix Nobel, vaticiner sur n'importe quel sujet, de préférence sur ceux où ils ne connaissent rien. Que de banalités, de bêtises nous devons avaler par déférence pour ces esprits éminents. Ce n'est aucunement le cas dans les essais qu'on va lire. Les uns appartiennent à la réflexion du citoyen qui s'interroge, comme il doit le faire, sur la société, sur la validité des coupures qui enveniment la vie politique française depuis 2 siècles, probablement davantage. Les autres touchent à des questions qui sont plus proches du métier de l'auteur. Chaque fois, il a pris soin de s'informer, de lire les auteurs importants ou au moins représentatifs des courants de l'époque. De les repenser, au crible de sa propre réflexion et expérience. Il cite à la manière de Montaigne, prenant son miel où cela lui convient. Il écrit dans un style simple et pur, qu'on ne rencontre plus guère. Il est conservateur, certes, mais ouvert, réformateur quand il le faut, et quand il n'est pas certain de sa thèse, il l'avoue et remet la chose à plus ample informé. Pour ma part, j'ai beaucoup appris. J'étais souvent instinctivement d'accord avec lui, quand je savais les thèmes, quoiqu'avec moins de précision, mais plus grand était le plaisir d'apprendre quand je ne savais pas. Je souhaite que les lecteurs partagent mon sentiment et qu'ils soient nombreux. Alain Besançon. Introduction. Nous vivons dans un monde de surinformation. Nous sommes abreuvés quotidiennement de nouvelles, petites ou grandes, importantes ou dérisoires, débitées sur le même ton à la radio ou au journal télévisé. Les malheurs du monde entier nous tombent sur le dos, catastrophes naturelles, famines, épidémies, guerres comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. En France, qui se distingue de ses voisins par son pessimisme, l'opposition nous explique chaque jour que tout va mal. La liberté de la presse et les moyens trop puissants dont elle dispose nous assassinent de clameurs imprimées, nous percent de nouvelles à sensation. La publicité, un des plus grands mots de ce temps, insulte nos regards, falsifie toutes les épithètes, gâte les paysages, corrompt toute qualité et toute critique. S'il fallait véritablement attacher l'importance qu'ils méritent à tous ces événements, on ne pourrait plus vivre. Chacun en effet a des limites dans ses capacités d'empathie et de compassion, trop d'émotions épuisent. De telle sorte que nos informateurs et imprécateurs divers aboutissent souvent au contraire de ce qui était recherché. L'indifférence du citoyen et la banalisation du mal. Indignez-vous. Ainsi nous apostrophait récemment Stéphane Hessel II qui, il est vrai, en tant que résistant et gaulliste a vécu une cause grandiose. Sans mettre en péril de façon aussi fondamentale nos existences individuelles ou notre nation, les causes d'indignation ne manquent pas autour de nous. Chacun y réagit à sa façon, en militant, en manifestant, en s'engageant dans une ONG. Pour ma part, c'est le moteur d'un travail de recherche et d'écriture.
Comprendre ce qui se passe derrière les apparences et les clameurs ne porte pas à l'action, mais l'expérience psychanalytique nous montre que la prise de conscience est opérante. Cette prise de conscience n'est pas si simple car elle se heurte à la résistance au changement. Nous sommes tous installés dans les convictions nécessaires à notre stabilité psychique, et changer de regard, changer d'opinion est toujours un travail difficile, surtout lorsqu'il se double de la remise en cause de privilèges ou d'avantages acquis. Malheur à celui par qui le scandale arrive, est-il dit dans les Écritures, mais de nos jours la lecture devrait être la suivante. Celui par lequel le scandale arrive n'est pas celui qui est la cause du mal, c'est celui qui le révèle. Essayez de montrer ce qui ne va pas dans une entreprise, dans une institution ou dans un parti politique, donnez un coup de pied dans la fourmilière et vous en aurez la preuve. L'idéologie a fait le malheur du XXe siècle. Les grandes idéologies ayant disparu, le nazisme dans la catastrophe finale et le marxisme-léninisme dans une lente agonie, certains croient naïvement que nous sommes désormais à l'abri de ce danger. On peut constater au contraire que la pensée idéologique est toujours prête à renaître avec d'autres contenus. Précisons ce concept. Il a été employé par des philosophes dans un sens global, l'idéologie d'un peuple est l'essence de sa civilisation. Je l'emploie ici dans un sens restreint, celui de pensée unique. L'idéologie, en effet, ce n'est pas la pensée de l'autre comme on a pu le dire par boutade, c'est une structure de pensée. C'est la croyance qu'une idée est bonne, de façon absolue, et qu'elle doit donc être poursuivie quelles que soient les conséquences. Or toute vérité est relative, valable à certaines époques et dans certaines limites. Aucune idée n'est absolument bonne, elle suscite son contraire. L'idée de Dieu crée le diable, l'idée du paradis crée l'enfer. La vérité idéologique reste aveugle à la complexité du monde, et procède par déni de réalité. Simplification et amalgame ramènent tout à ce critère unique. C'est le clivage manichéen. Les obstacles à sa réalisation sont mis sur le compte d'une persécution par les ennemis de l'extérieur, ou d'un complot par les traîtres à l'intérieur. La résolution du conflit ne peut se faire ni par discussion, ni par compromis, mais par l'élimination du mal, c'est-à-dire l'extermination de l'adversaire. Le succès de ce système de pensée est qu'il permet d'évacuer le conflit psychique, dont on sait depuis Freud qu'il est au fondement du psychisme humain. La frontière entre le bien et le mal passe au travers du cœur de l'homme, disait Solzhenitsyn. De même, l'adhésion à la pensée unique et la certitude d'être dans le bien permettent de te croire qu'on peut éliminer les contradictions de la société. C'est la force des totalitarismes. Mais nier un élément du conflit ne l'empêche pas d'exister et de réapparaître. Il n'est donc pas étonnant de voir que finalement toute idéologie détermine des effets contraires à son but. Freud nous avait prévenu. Si l'on veut expulser de notre civilisation européenne la religion, on n'y pourra parvenir qu'à l'aide d'un autre système doctrinal, et ce système, dès l'origine, adoptera tous les caractères psychologiques de la religion. Sainteté, rigidité, intolérance, et la même interdiction de penser, en vue de se défendre. 3. On a en effet souvent comparé l'idéologie à la religion. Mais il y a des différences essentielles. Cette dernière ne promet le bonheur que dans l'autre monde, ce qui lui permet d'accepter les vicissitudes de l'existence terrestre. L'idéologie prétend faire le bonheur du peuple ici et maintenant, quel que soit le prix qu'elle lui fera payer. De plus, l'idéologie prétend à un fondement scientifique. Le nazisme se réclamait de la biologie même si c'était d'une façon totalement abusive. Marx croyait au caractère scientifique de son interprétation économique de l'histoire et ses successeurs au socialisme scientifique. Mais l'affirmation indéfiniment répétée des mêmes dogmes relève de la croyance et non du savoir, ce que Alain Besançon résumait dans une formule magistrale, « Lénine ne sait pas qu'il croit. Il croit qu'il sait. » 4. Dénoncer la pensée idéologique apparaît donc comme une nécessité pour la santé mentale d'une société. Mais on se heurte alors à une autre difficulté qui apparaît comme un vice habituel, trop facilement admis, de l'esprit humain. Croire que l'on peut corriger une erreur par une autre erreur, un excès par un autre excès. Autrement dit, la réponse à l'idéologie n'est pas une idéologie contraire, qui ne ferait que renvoyer le pendule dans la position de déséquilibre opposé, c'est la mesure, la position d'équilibre entre les extrêmes, la reconnaissance des contradictions et éventuellement leur dépassement. C'est à cet exercice que prétend ce livre en explorant des champs divers.
L'individu ne peut vivre qu'en société, mais il en saborde méthodiquement les institutions. Refusant toute transcendance, il cherche désespérément une spiritualité laïque, comme dit Luc Ferry. La liberté des droits de l'homme peut se retourner en un interdit de pensée. L'énorme système de redistribution continue à produire des exclus. L'enfant est à la fois protégé et laissé à lui-même. L'étranger est accueilli et rejeté. Ceux qui ont la charge de l'intérêt général se montrent trop souvent dominés par les intérêts particuliers. La vie économique est passée sous la coupe d'une finance prédatrice. Quant à l'écologie, dernière idéologie en date, elle a déjà à son actif quelques remarquables contresens. 1 Paul Valéry, Regard sur le monde actuel, Fluctuations sur la liberté, Gallimard, 1945. 2 Stéphane Hessel, Indignez-vous, Indigène édition 2010. 3 Sigmund Freud, L'avenir d'une illusion, PUF, 1971, page 74. 4 Alain Besançon, Les origines intellectuelles du léninisme, Kalman-Levy, 1977, page 15. Dans quelle société VIVONSNOUS? Un holisme et individualisme. Une société holiste. L'intérêt de l'anthropologie est d'abord, par définition, l'étude comparative des diverses civilisations. Elle nous amène à nous transplanter dans des sociétés qui nous sont étrangères. Mais un effet second, dont l'intérêt n'est pas moindre, réside dans le fait que l'étude de ces sociétés ayant opéré un décentrage, permet par un retournement de perspective de reconsidérer, voire redécouvrir, le système moderne d'idées et de valeurs dans lequel nous sommes immergés et que, de ce fait, nous ne repérons plus. Comme on le sait, ce qui est trop connu n'est pas connu. Les vues qui nous sont les plus familières sont susceptibles pour cette raison même de nous échapper, disait David Hume V. Les écrits de Louis Dumont, anthropologue trop peu connu, m'ont paru particulièrement éclairants pour analyser la structure de notre société. Sa thèse sur la société indienne lui permet de dégager le principe hiérarchique qu'il oppose au principe égalitaire des sociétés occidentales. Le principe égalitaire et le principe hiérarchique sont des réalités premières et parmi les plus contraignantes de la vie politique ou de la vie sociale en général. 6. La plupart des sociétés valorisent en premier lieu l'ordre, donc la conformité de chaque élément à son rôle dans l'ensemble, en un mot la société comme un tout. J'appelle cette orientation générale des valeurs holisme d'un mot peu répandu en français mais très courant en anglais. D'autres sociétés, en tout cas la nôtre, valorisent en premier lieu l'être humain individuel. À nos yeux, chaque homme est une incarnation de l'humanité tout entière, et comme tel il est égal à tout autre homme et libre. C'est ce que j'appelle individualisme. Dans la conception holiste, les besoins de l'homme sont comme tels ignorés ou subordonnés, alors que la conception individualiste ignore ou subordonne au contraire les besoins de la société. Or il se trouve que parmi les grandes civilisations que le monde a connues, le type holiste de société a prédominé. Tout se passe même comme s'il avait été la règle, à la seule exception de notre civilisation moderne et de son type individualiste de société. 7. Qu'est-ce qu'une société holiste? Ce concept recouvre en fait toutes les sociétés dites primitives, mais aussi celles de l'Antiquité, et enfin les sociétés contemporaines dans la mesure où elles n'ont pas été touchées par la modernité, c'est-à-dire par la culture occidentale. Un tel amalgame rend impossible une description sociologique ou historique, mais on peut essayer de dessiner un type idéal. Les deux principes sur lesquels elle est fondée sont l'appartenance et la hiérarchie. Il est intéressant d'essayer de comprendre ce que l'individu peut y vivre. Comment peut-il se situer? D'abord comme le fils de son père, ce qui est non seulement inscrit dans le patronyme, mais parfois même explicite dans son nom. Alexandrovitch est le fils d'Alexandre, Georgiopoulos est le fils de Georges et Ibn Séou est le fils de Séou. En Inde, le nom permet souvent de situer la caste et la région d'origine de la personne. Au-delà du père, c'est l'importance de la filiation, des racines, de la lignée. L'être civilisé ne peut qu'être inscrit dans une lignée, celui qui n'a pas de famille est un barbare. Après l'appartenance à la famille, c'est l'appartenance au groupe, à la société qui fonde l'identité du sujet. Lors d'une rencontre avec un inconnu, la première question qui se posait, « De quelle maison, de quel village es-tu » Le poids du groupe familial est omniprésent. C'est de là que le sujet tire son statut social, son rang, le plus souvent son métier.
Les rites de passage du monde de la mère au monde du père, de l'état d'enfant à l'état d'adulte, sont des cérémonies importantes. Les rôles du père et de la mère sont précis et distincts. Le mariage est réglé par les parents, l'individu n'ayant pas son mot à dire, souvent il ne connaît pas le conjoint promis avant la cérémonie. Il ne s'agit pas seulement de l'union de deux personnes, c'est l'union de deux lignées avec des conséquences patrimoniales. La dot n'est pas un achat, il n'y a pas de référence à la valeur de l'objet ni à sa rareté, c'est la création d'un lien. L'individu ne s'appartient pas. Il n'est que le maillon d'une chaîne dont il doit assurer la continuité. Le célibat est une honte, la stérilité un malheur. Le népotisme que nous condamnons y est une obligation morale. On ne comprendrait pas celui qui ne ferait pas tout son possible pour favoriser ses enfants, ses neveux et ses alliés. De même, venir en aide et subvenir aux besoins d'un membre défaillant est un devoir absolu. Le respect des anciens s'appuie sur le fait qu'ils sont porteurs des valeurs du groupe, comme les conteurs sont les porteurs de l'histoire dans les sociétés de tradition orale. Ils représentent la sagesse due à l'expérience. Dire le vieux est une marque de déférence. L'autorité du conseil des anciens sur le clan, la tribu ou la caste n'est pas contestable. Le sujet ne peut imaginer vivre en dehors des valeurs du groupe. Le châtiment suprême n'est pas la mort, mais le bannissement. On a décrit dans des sociétés primitives, des individus qui du fait de leur exclusion, ont sombré dans la mélancolie et se sont laissés mourir. Enfin, il n'est que de rappeler un exemple fameux, si Socrate dans le Criton refuse de s'enfuir, c'est qu'en définitive il n'y a pas de vie morale en dehors de la cité. 8. Le traitement de la faute implique l'ensemble du groupe social. La culpabilité est étendue à la famille, au groupe. Le Code d'Hammurabi 9 nous en fournit un exemple. Si la maison s'écroule et tue le maître, l'architecte sera mis à mort, mais si c'est le fils du maître qui est tué, c'est le fils de l'architecte qui sera mis à mort. En cas de crime commis par un étranger, on se vengera sur sa famille ou sa tribu. La vendetta est le reliquat de ce fonctionnement. Les troubles psychiques d'un membre concernent la communauté qui doit décider les mesures à prendre. Les troubles d'un enfant sont rapportés à une faute d'un parent qui n'a pas respecté telle tradition ou tel rite. Une telle vision du monde comporte inévitablement une valorisation de la communauté. Chaque peuple se représente comme le centre du monde. Les groupes extérieurs, les étrangers, sont dévalorisés et souvent l'objet de méfiance, c'est dire que l'attitude habituelle va de l'ethnocentrisme à la xénophobie. Après le sentiment d'appartenance, sur lequel se fonde l'identité de la personne, le second principe sur lequel se fondent les sociétés holistes est la hiérarchie. Pour nous, ce terme évoque avant tout la hiérarchie de commandement. Il faut ici donner à ce terme celui de hiérarchie des valeurs. C'est la valeur qui fonde la hiérarchie des groupes sociaux, des sociétés de classe ou de caste. Elle s'oppose donc à notre notion d'égalité. L'essence de la relation, c'est l'autorité, dont Hannah Arendt nous rappelle qu'elle n'a rien à voir avec la force d'un côté, ni avec la persuasion de l'autre. La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune, ni sur la force de celui qui commande. Ce qu'ils ont en commun, c'est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d'avance leur place fixée. 10. La société indienne est, pour Louis Dumont, exemplaire de ce mode de fonctionnement. Reprenons son analyse. La valeur suprême est la pureté, c'est en fonction de ce critère que les castes sont hiérarchisées. Au sommet le divin, représenté par le Brahman, dont l'idéal est le dharma, la conformité à l'ordre du monde. Il est le seul à pouvoir faire les sacrifices et rites de purification. Puis l'aristocratie guerrière, les kshatriyas, dont le principe est l'artha, l'exercice du pouvoir qui permet de s'approprier profit et richesse, mais impose une action rationnelle et une satisfaction différée. Enfin paysans, artisans, marchands obéissent au kama, l'intérêt personnel, la jouissance immédiate, qui sont d'un niveau inférieur. L'idéal inférieur est licite dans la mesure où il ne contrevient pas à un idéal supérieur. Le roi exerce le pouvoir temporel, mais ne détient sa légitimité que de sa soumission à l'ordre divin. Inversement, le prêtre représentant le pouvoir spirituel, d'ordre supérieur, doit se conformer aux prescriptions de la loi dans le domaine temporel. Les relations entre les gens sont ainsi réglées de façon formelle, précise, non négociable pourrait-on dire,
non seulement dans le rituel cérémonial, mais aussi dans la vie quotidienne. Nous avons oublié ce que pouvait être l'étiquette. Les rapports extérieurs des hommes entre eux sont soumis à des conventions à peu près fixes. Chacun croit leur savoir d'une manière précise, par quel signe il convient de témoigner son respect ou de marquer sa bienveillance, et l'étiquette est une science dont on ne suppose pas l'ignorance. 11. On la retrouve encore au Japon actuel. L'idée de progrès n'existe pas dans ces sociétés dont l'idéal est la reproduction, ce qui exige le maintien de ses croyances, religion, mythe des origines, valeurs. Si le progrès existe, il ne peut se concevoir que comme une avancée personnelle de l'individu sur le chemin des valeurs, la pureté en Inde, la sainteté dans l'Occident chrétien. Au plan de la pensée, un tel contexte ne peut engendrer que le conformisme, la tradition, le dogme. Un travail intellectuel ne peut se faire qu'en référence à un maître à penser, qu'il s'agit d'abord de comprendre et d'imiter. Louis Dumont souligne que de notre point de vue individualiste, une telle conception du monde peut paraître aberrante et insupportable pour l'individu. Il faut néanmoins insister sur le fait qu'en désignant une place à chacun, certes détestable pour certains, insupportable de notre point de vue, la société indienne n'exclut personne, alors que notre société dominée par les règles économiques exclut les moins adaptés. Cette citation du sociologue Linton, parlant lui aussi de la société indienne, souligne bien cette vérité qui nous échappe. Le fait d'être membre d'une société organisée de façon rigide peut priver l'individu d'occasion d'exercer ses dons particuliers, mais lui donne une sécurité psychologique qui nous est presque inconnue. 12. À partir de sociétés aussi structurées, cohérentes, rigides, comment un changement est-il possible? Comment une évolution a-t-elle pu se dessiner? Certes, des progrès techniques peuvent advenir au cours des siècles, promus par les besoins de la guerre, une constante de l'histoire de l'humanité. Hélas, encore faut-il qu'ils tombent dans un terreau fertile pour promouvoir un progrès social. En Chine, les structures du pouvoir sont particulièrement rigides, entièrement soumises au despotisme impérial. Il en résulte un immobilisme séculaire tel que même des découvertes aussi importantes que la poudre à canon, le gouvernail et la boussole n'ont pas pu entraîner de changement. L'Inde, comme on l'a vu, est le modèle d'une société hiérarchique imposant à chacun une interdépendance étroite. Pour y échapper, il n'y a qu'une voie, le renoncement. L'homme qui cherche sa propre voie, le renonçant, doit abandonner toute vie sociale. Il devient ce que Louis Dumont appelle un individu hors du monde. Il note de plus que c'est par cette voie que sont apparues toutes les innovations religieuses que l'Inde a connues. Il compare cette position à celle des premiers chrétiens, chez lesquels la révélation d'une relation personnelle à Dieu est source d'une force qui leur permet de s'opposer aux traditions du monde antique. Il reste cependant prudent dans sa comparaison. Quelque chose de l'individualisme moderne est présent chez les premiers chrétiens et dans le monde qui les entoure, mais ce n'est pas exactement l'individualisme qui nous est familier. Il ajoute qu'il s'agit d'une transformation si radicale et si complexe qu'il n'a pas fallu moins de 17 siècles d'histoire chrétienne pour la parfaire. 13. La Grèce antique nous pose un problème, car d'un côté, de façon évidente, le fonctionnement holiste s'y déploie dans toutes ses dimensions. Les valeurs familiales, l'appartenance à la cité, la hiérarchie des valeurs, la fusion du vrai, du beau et du bien, c'est-à-dire du savoir et de la morale. Le principe directeur est l'inclusion de l'individu dans l'harmonie du cosmos. Le savoir ne peut se concevoir que comme une conception globale de l'univers, et la pédagogie ne peut être que globale comme en témoigne l'étymologie du terme encyclopédie. C'est pourtant sur ce terrain que naît le logo, la révolution socratique, le système d'Aristote, la géométrie d'Euclide, l'astronomie de Ptolémée vont promouvoir une norme intellectuelle qui est la raison. Dans tous ces cas, il s'agit bien de passer de la pensée archaïque, qui est la pensée du groupe faite de croyances, de traditions et de préjugés, à une pensée référée à la logique de non-contradiction et à la vérification expérimentale, c'est ce qui permet l'émergence de la pensée individuelle. Pourtant, la Grèce antique restera une société holiste. Le concept de liberté, tant valorisé dans cette société, n'a pas le même contenu que pour nous. Benjamin Constant, dans son ouvrage classique, a montré que cette liberté antique permettait de participer à la gestion de la cité, mais en aucune façon de mettre en cause les mœurs, la religion ou les traditions familiales. Pas plus que leurs contemporains, les Grecs anciens ne se sont intéressés au progrès technique. Ils ont découvert le moulin à eau,
mais ils n'ont pas développé l'utilisation de cette force motrice. L'éveil de l'individu. Ce qui caractérise la société médiévale par rapport à la nôtre est le manque de liberté individuelle. Chacun était enchaîné à sa fonction sociale. Sauf de rares exceptions, il devait demeurer là où il était né. Souvent même, il n'était pas libre de s'habiller à sa guise ou de manger à son goût. Au marché de la ville, l'artisan devait vendre à un prix fixé et le paysan à une place donnée. La vie personnelle, économique et sociale était dominée par des lois et des obligations dont personne n'était pratiquement exempté. Mais si l'individu n'était pas libre dans le sens moderne du terme, personne non plus ne se sentait seul ou isolé. Dès sa naissance, il occupait une place distincte, inchangeable et incontestée dans le monde social. Il était enraciné dans un ensemble bien structuré. Sa vie possédait un sens qui ne laissait au doute aucune place ni aucune occasion. La personne s'identifiait au rôle qu'elle jouait dans la société. Elle était paysan, artisan, chevalier, mais non pas un individu à qui il arrivait d'avoir telle ou telle occupation. L'ordre social était compris comme un ordre naturel, et d'être une part définie de celui-ci, procurait à l'homme un sentiment de sécurité et d'appartenance. 14. Cette description montre à quel point le Moyen-Âge reste marqué par le holisme. C'est pourtant de là que va émerger peu à peu l'individu, c'est-à-dire la modernité, ce que les historiens datent généralement de la Renaissance, le Quattrocento italien, le XVIe siècle français. L'art nous donne de nombreux témoignages de l'évolution de l'individualisme. Lorsqu'on parcourt les salles de l'Académie à Venise par exemple, nous sommes d'abord dans le monde de l'icône, où l'art ne peut être qu'au service de la gloire de Dieu. La Vierge est dans une attitude figée, hiératique. Elle est dans un rôle qui la domine entièrement. La peinture religieuse montre ensuite, progressivement, une évolution dans les représentations. On voit se dessiner un sourire sur son visage, un geste spontané vers son enfant, quelque chose de l'ordre du sentiment, c'est-à-dire d'un ressenti personnel. Il faudra, certes, encore longtemps avant que le sujet puisse s'exprimer en dehors des attitudes imposées par les thèmes religieux, pour donner naissance à la peinture de genre. L'architecture nous apporte d'autres témoignages. La vie médiévale est largement communautaire, la vie se passe dans la rue. Dans la maison, c'est la pièce commune qui réunit les générations de la famille et les domestiques. On dort à plusieurs dans le même lit. Au château, les pièces sont en enfilade ne laissant pas place à l'intimité. L'individualisme naissant va imposer une réorganisation de l'espace. Le couloir dessert les chambres, le cabinet apparaît, permettant une vie privée. Ainsi, l'individu naît en s'arrachant à l'emprise de cette société globalisante. C'est par le développement de la pensée rationnelle qu'il va trouver les moyens de son autonomie. Ceci n'est possible qu'en divisant les valeurs, ce qui est et ce qui doit être, la réalité et la religion, l'expérience et la tradition. Il faut séparer la morale, l'esthétique et la connaissance. Lorsqu'une certaine liberté de pensée est autorisée, le développement de la rationalité amène inévitablement la remise en cause des préjugés, des traditions, des cadres de pensée habituels. L'histoire de la science est, sous cet aspect, le conflit entre la pensée individuelle et l'interdit de pensée imposé par la société. Harvey, passant outre à l'interdiction de disséquer le corps humain, découvre la circulation sanguine. Galilée, diffusant la découverte de Copernic et en langue vulgaire de surcroît la rendant ainsi accessible à tous, montre que la Terre n'est pas le centre du monde et par là amène un doute sur la Genèse, sur l'architecture céleste, ce qui ébranle l'autorité de l'Église. Vérité universelle contre morale du corps social, voilà la ligne de crête franchie, à partir de laquelle l'individualisme va s'amplifier, en se nourrissant de son propre développement. La pensée scientifique, fondée sur la preuve expérimentale, donne à l'individu la force psychologique d'oser cette aventure formidable et inquiétante. Avoir raison seul contre tous. Le développement des techniques change les habitudes de production. Lorsqu'existe une liberté d'entreprendre, la rationalité peut s'appliquer au travail, permettre le développement d'ateliers, instaurer la division du travail. Venise, encore elle, met en place pour la première fois dans l'histoire une fabrication à la chaîne dans ses arsenaux. Ces progrès techniques lui permettront en quelques décennies d'imposer sa suprématie en Méditerranée. La pensée rationnelle dans le domaine économique permet de calculer la rentabilité des investissements.
Lorsqu'une liberté économique se fait jour, permettant d'échapper aux fiscalités confiscatoires, si on me permet ce pléonasme, le commerce se développe rapidement. Le succès des foires de Champagne est fondé sur le fait que les marchandises transitent en franchise. Elles dépériront lorsque le pouvoir rétablira les taxes. Ce développement de la liberté individuelle se fait pas à pas, avec des avancées et des reculs. La ville libère du droit féodal et permet le développement de l'artisanat et du commerce, mais aussitôt enferme ces professions dans des guildes, des compagnonnages et des corporations extrêmement rigides. Le protestantisme, et plus précisément le calvinisme, favorise le développement économique en le libérant de l'interdit qui pèse sur le fait de gagner l'argent et de lui faire produire un intérêt. Liberté de penser, liberté d'entreprendre, liberté civile se potentialisent dans une alchimie complexe qui conduira à l'épanouissement des valeurs individualistes. Mais le chemin sera long. Science, capitalisme et démocratie sont indissociables. Révolution et contre-révolution. Depuis la Renaissance jusqu'à l'époque des Lumières, le programme des temps modernes avait été de délivrer l'esprit humain de la vérité révélée et des dogmes de l'Église. Affranchi de toute tutelle, l'homme n'avait désormais de compte à rendre qu'à sa raison. Il sortait de sa condition de minorité, selon la célèbre formule de Kant, et se proclamait apte à penser sans père. 15. Cette force de l'individualisme est le moteur de la philosophie des Lumières. Descartes introduit la subjectivité par le cogito, Voltaire met en cause l'autorité religieuse, Montesquieu prône la séparation des pouvoirs, Rousseau proclame l'autonomie de l'individu qui adhère librement au contrat social, Condorcet voit dans l'instruction la libération du peuple. On voit se développer ce formidable travail intellectuel qui permet l'émergence de la pensée individuelle en s'appuyant sur la puissance de la raison. Chaque fois, il s'agit de s'autoriser à interroger la réalité, c'est-à-dire à mettre en cause la scolastique, les dogmes, la religion sinon l'existence de Dieu, le pouvoir absolu sinon la royauté. Cette évolution, qui aboutit à la Révolution française, scandalise et fascine l'Europe. Les révolutionnaires, en effet, cherchent à mettre en œuvre cette grande idée du contrat social. Ils rêvent de l'homme maître de son destin. Les contre-révolutionnaires, les conservateurs, s'opposèrent à cette conception d'un individu libre, déraciné, autonome. Pour eux, c'est une utopie car l'homme naît de la société, façonné par la langue et les traditions, et non pas l'inverse. La société ne naît pas de l'homme, le contrat social, cette utopie à leurs yeux, n'a jamais existé. Citons par exemple la position de Joseph de Maistre. Une assemblée quelconque d'hommes ne peut constituer une nation. Tous les peuples connus ont été heureux et puissants à mesure qu'ils ont obéi plus fidèlement à cette raison nationale, qui n'est autre chose que l'anéantissement des dogmes individuels, et le règne absolu et général des dogmes nationaux. 16. Le romantisme est d'abord une réaction contre le classicisme, imposant le règne de la raison. Il veut réhabiliter la dimension affective, sentimentale, poétique. Mais cette dimension est essentiellement liée pour chaque individu à ses racines, ses traditions, ses appartenances. Elle est en ce sens profondément holiste. Les philosophes des Lumières se définissaient eux-mêmes comme les législateurs paisibles de la raison. Maîtres de vérité et de justice, ils opposaient au despotisme et aux abus l'équité d'une loi idéale. Avec le romantisme allemand, tout se renverse. Dépositaires privilégiés du Volksgeste, juristes et écrivains combattent en premier lieu les idées de raison universelle ou de loi idéale. Sous le nom de culture, il ne s'agit plus pour eux de faire reculer le préjugé et l'ignorance, mais d'exprimer dans sa singularité irréductible, l'âme unique du peuple dont ils sont les gardiens. 17 En Allemagne, où la philosophie des Lumières avait un prestige considérable, Herder développe l'idée que chaque peuple a son propre esprit, sa propre idéologie, son propre génie. Ce mouvement est d'autant plus puissant qu'il apparaît de plus comme une réponse à l'humiliation provoquée par l'occupation des troupes napoléoniennes. En proclamant leur amour du préjugé, contre-révolutionnaires français et romantiques allemands réhabilitent le terme le plus péjoratif de la langue des Lumières et, comble d'audace, provocation suprême, ils l'élèvent à la dignité de culture, véhicule privilégié de la mémoire populaire, sentence transmise de siècle en siècle, intelligence d'avant la conscience et garde-fou de la pensée, les préjugés constituent le trésor culturel de chaque peuple. 18.
Ces deux conceptions opposées ont donné lieu à des combats qui ont marqué notre mémoire collective. La séparation de l'Église et de l'État, loi du 9 décembre 1905, qui rejette la religion dans la sphère privée et diminue grandement de ce fait la puissance de l'Église en tant qu'institution. L'affaire Dreyfus qui met en balance la liberté d'un homme avec l'honneur de l'armée, institution formidablement puissante à l'époque, et qui se termine après des années d'un conflit qui enflamme le pays par la victoire du droit, c'est-à-dire de l'individu sur la société. Individu et société, individualisme et holisme, liberté individuelle et ordre social, progrès et tradition. On pourrait ainsi multiplier les couples d'opposés dont les études historiques montrent le balancement infini dans les derniers siècles des sociétés occidentales. De nombreux penseurs ont cherché à comprendre l'évolution de notre société à travers ces mouvements contradictoires. Durkheim montre que la division du travail caractéristique de la société moderne amène inéluctablement un développement de l'individualisme, mais il faut des bornes aux appétits de l'individu. Ce n'est pas la nature humaine qui peut assigner aux besoins cette limite variable qui leur serait nécessaire. Par conséquent, en tant qu'ils dépendent de l'individu seul, ils sont illimités. Par elle-même, abstraction faite de tout pouvoir extérieur qui la règle, notre sensibilité est un abîme sans fond que rien ne peut combler. 19. Cette analyse est reprise par Raymond Aron. D'un côté, la différenciation sociale, phénomène caractéristique des sociétés modernes, est la condition créatrice de libertés individuelles. C'est seulement dans une société où la conscience collective a perdu une part de sa rigidité envahissante, que l'individu peut jouir d'une certaine autonomie du jugement et d'action. Mais de l'autre, toute société moderne où domine la solidarité organique comporte des risques de désagrégation et d'anomie. En effet, plus la société moderne encourage les individus à revendiquer le droit d'accomplir leur propre personnalité et d'assouvir leurs propres désirs, plus il est à craindre que l'individu oublie les exigences de la discipline et finisse par être perpétuellement insatisfait. Si grande que soit la part faite à l'individualisme dans la société moderne, il n'y a pas de société sans discipline, sans limitation des désirs, sans disproportion entre les aspirations de chacun et les satisfactions accessibles. 20. Le XXe siècle. Le modernisme. Toutes les philosophies politiques du passé ont eu pour base des théories de la nature humaine. Dans la première moitié de ce siècle, s'appuyant sur les prodigieux changements que les réalisations scientifiques apportent à la société, sur la croyance que la science est la voie vers le bonheur de l'humanité, l'esprit scientifique envahit ce champ de pensée. Deux théories majeures vont revendiquer ce statut de science, la psychanalyse et le marxisme, donnant lieu à des discussions infinies et à une quantité énorme de travaux universitaires. Toutes deux cherchent à aller au-delà des apparences, à comprendre le fonctionnement des forces sous-jacentes qui motivent les hommes et structurent les sociétés. Ce travail d'analyse dans tous les domaines fait du XXe siècle le siècle de la déconstruction. Le but dernier des sciences humaines n'est pas de constituer l'homme, mais de le dissoudre. 21. Dans le domaine artistique, en peinture le cubisme, en sculpture la montre molle de Dali, les compressions de César, en architecture, en musique, en littérature l'écriture automatique de Breton, le nouveau roman, l'art conceptuel. Mais il est étonnant de voir que ce travail était déjà à l'œuvre au milieu du XIXe siècle, comme en témoigne cette citation d'un philosophe américain 22. Le travail de destruction, commencé par la Réforme, qui introduisit une ère de critique et de révolution, avait été conduit assez loin à mon avis. Tout ce qui pouvait être dissous, avait été dissous. Tout ce qui était destructible avait été détruit, et il était temps de commencer le travail de reconstruction. La première chose à faire était de cesser d'être hostile au passé. Une constante de la modernité est en effet le refus du passé, la croyance que ce que nous vivons n'a pas de précédent, qu'il faut sans cesse inventer de nouvelles solutions. La trame des temps se rompt à tout moment et le vestige des générations s'efface. On oublie aisément ceux qui vous ont précédés, et l'on n'a aucune idée de ceux qui vous suivront. Les plus proches seuls intéressent. 23. La psychanalyse a été évidemment un élément essentiel de ce mouvement de déconstruction. Il s'agissait de comprendre la vérité du sujet derrière le discours conscient, de repérer les forces cachées de l'inconscient et de découvrir le sens des symptômes névrotiques.
Elle montre que parler de l'individu, comme nous le faisons couramment, est une facilité de langage car en fait, l'individu n'existe pas. Il existe en physiologie, organisme limité par une enveloppe qui assure la protection des organes internes, l'homéostasie du milieu intérieur et permet en même temps les échanges avec le milieu extérieur. Ce concept peut encore convenir à la sociologie, qui s'occupant du fait social, ne considère l'individu que dans un rôle, une fonction, l'adhésion à un groupe. De ce point de vue, l'individu n'est que le jouet des forces qui le dominent, des éléments qui s'imposent à lui, les contraintes économiques, les liens sociaux, le religieux, le sacré, le transcendant. Dans son étude sur le suicide, Durkheim montre comment un comportement qui apparaît à l'évidence comme d'essence individuelle est en fait largement motivé par les considérations sociales. Les enquêtes d'opinion, la psychologie du comportement peuvent encore utiliser ce concept dans la mesure où elles étudient la réponse à un choix, à un stimulus, à un environnement, à des conditions expérimentales. Dans chaque cas, la réponse sera unique et permettra donc de maintenir l'illusion de l'unité de l'individu. On peut faire la comparaison avec l'atome, que l'étymologie rapproche en effet de l'individu. Il a longtemps été considéré comme la brique de base de l'univers, élément indivisible, avant que le progrès scientifique révèle qu'il était en réalité composé de nombreuses particules. De même, la psychologie des profondeurs montre que cet individu qu'on croyait capable de parler d'une seule voix est en fait un sujet divisé entre conscient et inconscient, de telle sorte que son discours n'est jamais assuré de traduire sa vérité, comme les lapsus, les actes manqués et les rêves viennent en témoigner. Freud divise ensuite ce sujet entre le ça, ensemble des pulsions issues du corps, le surmoi, instance interdictrice, le moi enfin, ensemble des identifications qui construisent le sujet, instance de régulation du conflit entre les exigences pulsionnelles et les interdictions surmoïques. Cette lutte entre le désir et la voix de la conscience se déroule dans le fort intérieur. Terme un peu désuet dont on a oublié qu'il signifie forum, c'est-à-dire le lieu du débat. Le moi d'autre part se fait l'interface entre le monde intérieur pulsionnel et la réalité extérieure, entre principe de plaisir et principe de réalité. Le conflit psychique est constitutif du sujet dont le discours n'exprime jamais qu'une partie de soi. Est-ce le langage de l'amour, de l'agressivité, de la conscience, de la raison, de la morale ? Il existe une différence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, et ce que l'on fait, sans parler de ce que l'on ressent sans oser le penser. On a dit que l'homme était le seul animal vivant en société, qui ne possédait pas d'organe social. Je pense pourtant que le couple surmoi, idéal du moi représente, sinon un organe social au sens biologique du terme, du moins la représentation de la société dans le psychisme de chacun. Le surmoi, versant répressif, serait pour Freud l'intériorisation de la voix des parents prononçant les interdits. L'idéal du moi serait l'intériorisation des images parentales idéalisées par l'enfant, images qu'il voit grandioses du fait de son impuissance et de sa dépendance, identification remaniée pendant l'enfance jusqu'à l'adolescence en fonction de la rencontre avec les adultes qui occupent de lui. Les trois instances ainsi définies montrent que le sujet est divisé par essence et que les tensions entre ces instances, le conflit psychique, sont inéluctables. Néanmoins, la structure des grandes névroses qu'il décrit est mise en rapport avec la persistance d'un surmoi infantile qui déborde le moi. Pour lui, la religion, en cultivant une image tutélaire toute puissante qui maintient l'humanité dans un état infantile, en est en partie responsable. Il tombe dans une véritable illusion rationaliste, pensant que le développement de l'esprit scientifique, la dictature de la raison permettrait à l'homme d'évoluer vers une plus grande maturité. Un certain nombre d'intellectuels juifs allemands, fuyant le nazisme, se sont installés aux États-Unis avant la dernière guerre. Porteurs des idées de la psychanalyse et du marxisme, ils ont élaboré des théories de libération de l'individu. Par exemple, Erich Fromm, cherchant à concilier ces deux théories, fait une analyse très largement économique de la société repérant les contraintes que subit l'individu dans son travail dans le système capitaliste. Il cherche à décrire, à partir de la naissance de l'individu dans le monde moderne, le changement de profil psychologique en fonction du changement de société. La recherche de solutions amène souvent un discours moralisateur. Herbert Marcuse suit une voie parallèle en faisant jouer à la répression sociale le rôle que Freud fait jouer à la répression psychique.
Pour échapper à l'idée d'une nécessaire répression dans la civilisation, il élabore le concept de sublimation non répressive. La culpabilité, fondement de notre civilisation, n'est plus pour lui, due à l'image intériorisée du père, mais à la répression administrative, c'est-à-dire impersonnelle et en même temps envahissante et inévitable. Alors que les progrès de la productivité auraient dû permettre une diminution de la contrainte du travail, l'idéologie productiviste de notre temps ne fait que justifier et reproduire les contraintes sur l'individu. William Reich fait de la répression sexuelle d'origine sociale la cause essentielle des souffrances de l'humanité, et voit donc dans la libération des mœurs, indépendamment de tout projet politique, la condition de l'avènement d'une société sans contrainte. On voit donc tout un courant de pensée utiliser l'idée que des contraintes excessives pesant sur le sujet ont un effet pathogène, découverte fondamentale de la psychanalyse, pour promouvoir une politique de libération de l'individu, mais au prix d'une déviance qui en fausse complètement l'esprit, en déplaçant le conflit intrapsychique vers le conflit entre l'individu et la société. Le sociologue américain David Riesman décrit, à partir d'une enquête effectuée en 1948, les changements de la société américaine. Il fait une distinction devenue classique, et souvent reprise par d'autres auteurs plus ou moins explicitement, entre trois types de personnalités. Le type tradition directed, traduit par individu à détermination traditionnelle, est celui des sociétés agricoles pré-industrielles, dénommées selon les auteurs sociétés primitives, Folk Society, Gemeinschaft, qui correspondent à ce que nous avons décrit sous le nom de société holiste. L'individu est fondu dans le groupe, il se conforme aux rituels, à l'étiquette, aux pratiques religieuses. Le sentiment d'appartenance est prédominant. L'individualisme ne peut apparaître que dans une institutionnalisation de la déviance, telle que le rôle de chaman ou de sorcier. Ne pas être à la place qui vous est attribuée fait perdre la face, la sanction de la faute est marquée par un sentiment de honte. Le second type, inner directed, dit introdéterminé, correspond à l'émergence de l'individualisme dans les sociétés occidentales caractérisées par une possibilité de mobilisation personnelle accrue. Avec les changements technologiques, les notions de progrès et d'expansion deviennent importantes. Sur l'individu, le poids de la tradition reste fort, transmise par la famille, mais la nouveauté, les changements, obligent l'individu à déterminer ce qui est bien et mal, adapter son comportement en fonction des valeurs qu'il a intériorisées. Cette forte intériorisation de valeurs lui permet une constance dans sa conduite et ses attitudes morales. Le sentiment majeur en cas de transgression est celui de la culpabilité. Ce profil psychologique est celui qui correspond à la société industrielle. Enfin, troisième type, l'individu other directed, terme traduit par extrodéterminé. C'est le type qu'il voit apparaître dans les grands centres urbains et dans les classes moyennes, dans une civilisation de l'abondance. Il est très adapté, hyper socialisé, du fait de relâchement de l'éducation traditionnelle, l'adolescent est plus sensible aux peer group, les camarades du même âge et de la même classe, qu'aux valeurs parentales, d'où l'importance des choix vestimentaires, la mode, artistique, idolisation des chanteurs, voire politiques qui doivent se conformer à ceux en usage dans le groupe. Adulte, son attitude est orientée par ses contemporains, son entourage. Mais ce besoin d'approbation et de conformité à l'opinion publique diffère des époques précédentes dans la mesure où il s'appuie sur l'immédiat, la nouveauté, l'opinion dominante. Son cercle est beaucoup plus vaste que le milieu familial, il est cosmopolite, la frontière entre le familier et l'étranger s'efface. Il est, en quelque sorte chez lui partout et nulle part, capable d'une intimité rapide, quoique parfois superficielle avec tout le monde. 24. L'auteur tente de décrire quelque chose qui se profile, encore difficile à saisir, que l'on va appeler bientôt la société postmoderne. La société postmoderne. Cette évolution amène bien des interrogations sur notre société et depuis quelques décennies une abondante littérature tente sinon des réponses, du moins des descriptions, au mieux des explications. Historiens, sociologues, psychologues, philosophes s'interrogent sur l'individu. Qu'est-il devenu à travers les transformations de la société ? Peut-on faire un parallèle entre l'évolution de la société et une éventuelle évolution de l'individu ? Y a-t-il un homme nouveau, un profil psychologique différent ?
Les deux concepts clés qui apparaissent sous la plume de nombreux auteurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.